retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture des mois de mars et d'avril, où j'ai lu pas mal de choses super intéressantes, quasiment tout en fantastique, SF et fantasy, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des coups de cœur, des pépites et plein de choses. Du coup, on est parti en fait. Aujourd'hui, je vous présente donc mes lectures du mois de mars et d'avril, tout simplement parce qu'en mars, je n'ai rien lu. Enfin, en fait, si, j'ai commencé plein de choses, mais j'ai fini aucun bouquin. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai lu, surtout en avril, en fait. Donc, post-salon du livre, en fin de compte. Alors, par quoi commencer? Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui m'a causé quelques petites frayeurs. Il s'agit du Prince des Fous de Mark Lawrence, donc le premier tome de La Reine Rouge. Je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Mark Lawrence est l'auteur donc de L'Empire brisé avec Jorg, le anti-héros de mon cœur. Et en fait, au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que ce livre-là se passait dans l'Empire brisé aussi. Donc en fait, dans le même univers que l'Empire brisé et surtout en fait en même temps que les aventures de Jorg. J'ai eu, j'avoue, beaucoup de mal à m'accrocher au personnage de Jalan, donc le héros, qui est pour le moins très différent de Jorg. Il n'y a rien à voir, et du coup c'est vrai que comme Jorg c'était un petit peu mon coup de cœur, vous le savez, j'ai adoré ce personnage. J'avais un peu de mal à me dire que j'allais m'accrocher à un personnage qui était aussi différent alors que l'auteur avait réussi à me donner tellement de joie et d'amour avec ce personnage horrible. C'était assez difficile. Donc Jalan, qui est un prince rouge marqué, donc ça doit correspondre au nord de l'Italie, et donc qui est un des très nombreux petits-fils de la Reine Rouge, en fait. C'est un peu un personnage très débonnaire, qui est en fait un lâche courageux, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un problème, il va fuir, il va pas se poser la question, mais il est quand même devenu héros de guerre. On sait pas trop comment, et en fait, la Reine Rouge leur donne une mission à ses petits-enfants. Enfin, en gros, elle leur dit que ce serait bien qu'ils fassent un truc, mais elle leur donne pas d'objectif clair. En gros, c'est un peu épatez-moi. Parce que donc, on sait que le roi mort, qu'on a vu donc dans l'Empire brisé, réveille des morts vivants, et que ça devient un vrai fléau, et qu'on n'arrive pas à les combattre. Et en fait, Jalan, lui, en pensant à s'enfuir, en fait, va tomber un peu par hasard sur un nordique qui s'appelle Snorri. Et tous les deux, en fait, ils vont être victimes d'un sortilège qui les lie et qui fait qu'ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre. Et Snorri, lui, cherche à combattre, en fait, le roi mort, puisque celui-ci a emmené sa femme et ses enfants. Et du coup, ils vont entamer une espèce de grand périple vers le nord. Et voilà, le personnage de Snorri, c'est lui qui m'a vraiment ancré dans l'histoire, où je me suis dit, ah ouais, ce personnage-là, il est beaucoup trop cool. C'est un peu l'archétype du viking, qui se bat avec une hache, tout ça. Mais il a des traits d'humour et un petit caractère un peu sympatoche qui ont fait que, ça y est, avec lui, je suis rentrée dans l'histoire. Et voilà, franchement, c'est une super série, j'ai particulièrement bien aimé la fin du tome 1, qui n'en prend pas forcément la facilité, et j'avoue, à un moment, on croise Jorg, et du coup, j'étais pleine d'amour, et c'était cool. Voilà. Deuxième livre que j'ai lu, en fait, en ce moment, j'essaye de faire un peu d'extraction de palle pour vider ma palle, parce que j'ai trop de choses. Et du coup, je me suis rappelé que dans ma palle, j'avais le tome 3 de Halfbad, donc Quête noire en français, qui traînait depuis super longtemps, et je ne sais pas trop pourquoi il traînait, parce que j'avais adoré les tomes 1 et tome 2, malgré l'univers un petit peu trop manichéen parfois, où en fait on a d'un côté les sorciers blancs qui sont gentils, mais bon, et d'un côté les sorciers noirs qui sont méchants, et au milieu de tout ça, on a Nathan qui est un semi-code, donc né d'une sorcière blanche et d'un sorcier noir, qui est un peu l'ennemi public numéro 1, et à chaque fois que je recommence un de ces livres-là, je me dis, mais... c'est écrit au jeu, machin, et au bout de 3 pages, je suis complètement absorbée par Nathan. J'adore ce personnage, il est super bien écrit. Il prend lui non aussi jamais la facilité, c'est un personnage qui vit plein de choses vraiment difficiles, il voit ses parents mourir, il doit faire des choses très difficiles, il est trahi constamment, enfin, il a quand même eu un passé qu'on apprend dans le tome 1. En fait, il a été enchaîné, il a vécu dans une cage pendant des années, enfin... Mais bon, Nathan, malgré toutes ses souffrances et sa vengeance qui l'omnibule un peu, je trouve qu'il perd pas le nord, ça reste un personnage qui est hyper bien décrit, qui est hyper compréhensible, qui évolue vraiment dans sa vengeance, dans ses sentiments et tout ça. Puis bon, après il y a Gabriel aussi. Bon, j'avoue que la fin de cette série-là, je sais pas si vous l'avez lu, mais elle m'a complètement retourné le cerveau. J'étais en larmes quand j'ai lu le dernier chapitre, qui s'appelle « Je lis pour lui », j'étais en larmes, je m'attendais pas du tout à cette fin-là, ça m'a vraiment retourné le cœur, j'étais petit hangover de fin de série en me disant « mais oh mon dieu, c'était trop beau !» Et du coup voilà, c'était bien. Donc je suis très contente d'avoir fini cette série, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, elle est vraiment sympa, elle pose pas mal de questions sur tout ce qui est racisme en fait d'une certaine façon, et sur la nature des gens, et voilà. Très bonne série, franchement, très bonne série. Ensuite, on passe au coup de cœur. Alors, il y en a un paquet. Et récupéré donc au salon du livre
le tome 2 des aventures de Évariste et Isabeau de Oren Miller, donc à présent vous pouvez enterrer la mariée. Je vous en ai parlé un petit peu sur Insta, en plus j'avais pu voir l'auteur et l'illustrateur, du coup j'ai des jolies dédicaces. Et franchement, mais énorme coup de cœur pour ce tome 2. Déjà, je trouvais que dans le premier tome, quand on découvre en fait les personnages, ils avaient une super bonne dynamique, c'était hyper intéressant, ils ont des punchlines de fou. Leurs dialogues sont des pépites, mais dans celui-là, c'est à un niveau encore plus poussé. Le duo, il a vraiment une dynamique super propre, où ils ont chacun leur rôle, leur faiblesse, leur machin. Ils arrivent à agir ensemble et aussi indépendamment. C'est-à-dire que Isabeau n'est pas complètement en fait... sous la coupe de Évariste, et Évariste ne tombe pas dans le piège de devenir un espèce de Sherlock Holmes qui n'explique rien, ou qui laisse son Watson galérer, pas du tout, ils ont tous les deux, ils se complètent vraiment bien, et surtout j'ai trouvé que l'enquête était hyper intelligente, parce que là aussi on se rend compte que les apparences sont parfois trompeuses et qu'il peut y avoir des choses beaucoup plus compliquées derrière. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant que parfois les personnages se laissent prendre au piège eux aussi, qu'ils ne soient pas tout puissants et tout compris du début. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce tome 2. J'ai de plus, encore plus hâte de lire le 3e tome qui, je sais, arrive. Et l'éventuel spin-off sur la vie d'Évariste, parce que Évariste est parfait et je l'aime de tout le monde. Voilà, je l'aime, il est génial. Il est d'un narcissisme, il est d'un charisme aussi, et il est parfait, il est très cynique, j'aime beaucoup, gros coup de cœur. Dans ce livre-là, on va suivre Isabeau et Évariste qui sont maintenant associés et qui vont devoir résoudre une affaire assez sordide où une jeune fille est retrouvée morte le jour de ses noces, complètement brûlée dans sa robe intacte. Et c'est plutôt cool. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres sur lesquels on va passer rapidement parce qu'il y aura une vidéo spéciale pour ces 2 bouquins, mais ce sont 2 coups de cœur ultimes de la mort qui tue. Il s'agit bien sûr des Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye. Je crois qu'on va souvent me dire que je parle beaucoup trop d'Estelle. Mais que voulez-vous, j'aime son écriture et voilà, je trouve que ce livre-là marque vraiment un tournant dans les thèmes qu'elle aborde, ou peut-être même la fin de quelque chose, je sais pas, mais enfin, il se passe quelque chose avec ce bouquin-là qui est super. Dans ce tome-là, on va suivre énormément de personnages, et au début, j'avoue que ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, c'est un one-shot, bon, ok, il est gros, il fait 600 pages, mais c'est quand même un one-shot, et il y a vraiment beaucoup de personnages. Et notamment pour moi, ce qui m'a marqué, ce sont les passages en fait un peu comme si dans un film on avait une voix off qui nous racontait dans un truc. C'est Yulia, dit la Pierdrie, qui est une change-forme et qui nous raconte certains événements parce que l'intrigue n'est pas linéaire. En fait, on ne va pas suivre les personnages du début à la fin, on va les retrouver par saison. Et du coup, parfois, il peut se passer une certaine plage de temps pendant laquelle on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est Yulia qui nous fait un peu la transition. Et donc, on va suivre plein de personnages. Donc, Maëve, qui est une sorcière des Havres, qui maîtrise le sel. On va suivre Sainte-Étoile, qui est un mercenaire que j'aime d'amour. On va suivre Vence, qui est clerc de notaire et qui va finir en fait esclave. Et on sent que tous ces personnages ont un destin qui est croisé. Et que, oui, ils vont se croiser ou s'influencer sans parfois même jamais se voir. Mais c'est vraiment très bien fait. C'est une espèce de grande fresque épique, mais où on ne s'intéresse pas aux puissants et en fait on va s'intéresser qu'à ces bouleversements d'une époque, mais du point de vue des petites gens, parce que tous ces personnages-là, ce sont pas des princes, ce sont pas des héros, ce sont juste des gens qui sont là et qui à un moment ont la possibilité de faire quelque chose et qui vont décider ou non de le faire, et j'ai trouvé ça super bien. Et je trouve que l'auteur réussit quand même un certain tour de force de nous faire aimer, ou en tout cas nous intéresser à tous les personnages alors qu'on ne les suit pas de façon linéaire. Donc franchement chapeau, et puis surtout l'écriture d'Estelle, toujours pareil, très visuelle, très lumineuse, on a l'impression de sentir la mer, on a l'impression de sentir la forêt, tout, c'est vraiment une écriture qui est très visuelle et que j'apprécie particulièrement, donc voilà. Ça peut faire peur comme ça, mais je vous assure que ça se lit très très vite et ça a été un super gros coup de cœur et on en reparlera très bientôt. Deuxième coup de cœur, cette fois-ci c'est de la SF pure et dure. Il s'agit de Nous, de Evgueni Zamyatin, donc qui est un roman de science-fiction des années 20. Il me semble, et qui est en fait un peu l'ouvrage qui a inspiré 1984 et Le meilleur des mondes. Franchement, j'ai pas trop envie de vous en dire non plus, c'est vraiment une histoire hyper intéressante parce qu'elle pose des questions. La société à beaucoup de niveaux, et du coup, je vais vous parler plus particulièrement de ce bouquin dans une autre vidéo. Mais donc on va suivre l'histoire de D503. Donc les humains n'ont plus de nom, ils ont des numéros. Et donc D503 est le concepteur de l'Intégrale, qui est un vaisseau humain qui va partir à la conquête de l'univers pour répandre en fait la doctrine de la cité qui est l'ordre établi, mathématique, enfin un truc hyper carré, hyper bien, tout ça, voilà. Bref, le règne de la suprématie mathématique humaine dans l'univers.
Et en fait, il va rencontrer des gens un peu par hasard qui vont remettre en cause cet état de fait et en fait ce lavage de cerveau de la société. Et c'est vraiment génial. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce bouquin-là. Par contre, je peux vous dire que 1984 est clairement inspiré de ce bouquin-là, puisque la situation initiale et la situation finale se ressemblent énormément. Mais je trouvais que nous, alors ça c'est la nouvelle traduction, j'ai pas eu la première traduction, assez difficile à lire. C'est une écriture qui est assez compliquée. Alors je sais que dans cette version-là, ils ont essayé de respecter au mieux l'écriture originale. Et en fait, c'est très obscur. Enfin, parfois, c'est compliqué à lire, franchement. Au tout début, il y a un dialogue avec un autre personnage. Et il fallait que je le lise 3 fois pour comprendre. Et en fait, il utilise beaucoup de tirets. Et il fait beaucoup de jeux sur les mots. Alors, des fois, ça marche très bien. Je vous le mettrai en dessous. Des fois, il dit « Votre famille a été détruite ». Donc, c'est hyper fort, en fait, comme dans le contexte de l'histoire, parce qu'il dit il y a 2 sens. Il y a notre famille a été, dans le sens elle a été, et elle est très forte. C'est vraiment quelque chose qui était là. Un peu contraire aux règles, d'ailleurs. Elle était là. Et déjà, on sent un peu la nostalgie du a été, donc elle n'est plus, et a été détruite. Donc c'est très fort en fait, et c'est super bien rendu, et dans le texte ça passe super bien, on se dit ah oui, il y a plein de double sens comme ça, il y a plein de... On sent qu'en fait c'est comme si on était en train vraiment de lire le journal intime de quelqu'un et qu'il écrivait au fil de la pensée, et parfois c'est un peu décousu, parfois c'est même complètement décousu, mais du coup c'est très organique comme lecture, parce qu'on est perdu dans les pensées de cet homme qui est en train de voir tout ce qu'il pensait être vrai s'écrouler, et c'est magnifique. Mais des fois, il y a des tirés dans des phrases, et je vous mettrai des exemples qui... on sait pas trop. Et je trouvais que ça rendait la lecture un petit peu difficile. Mais bref, gros coup de cœur. Pour finir, 2 lectures aussi qui m'ont beaucoup plu. La première, il s'agit d'une réécriture de contes sortie chez les Luciférines. Donc il s'agit de La Belle contre l'Angelet de Barbara Cordier. C'est donc un premier roman. C'est une réécriture sombre et je dirais vraiment centrée sur l'humain et le psychisme des personnages. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que autant l'écriture respecte tout à fait les codes du conte, et c'est vraiment très très bien fait, le style, c'est vraiment tout à fait ça, on sent qu'il y a eu une vraie recherche d'écriture sur comment étaient écrits les contes et tout ça, et aussi sur les différentes adaptations, qu'elles soient écrites ou filmées du conte, donc de La Belle et la Bête. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on se rend compte qu'aucun des personnages, que ce soit la Belle, la Bête ou l'Angelet, ne sont fondamentalement bons ou mauvais. L'histoire raconte l'histoire de Childéric, donc qui est vraiment parfait, il est beau, il est courageux, il est fort, enfin bref, tout le monde l'adore. Et tous les ans, il me donne un bal pour se trouver une épouse, mais bien évidemment, jamais personne ne trouve grâce à ses yeux, et le temps aidant, il devient de plus en plus exigeant, et vraiment, il trouve pas d'épouse, et lui, ça le rend très malheureux, il comprend pas pourquoi il trouve pas d'épouse, il se rend pas compte qu'il est absolument horrible. Et en fait, à un bal, donc pour ses 22 ans, il rencontre 2 jeunes filles, Enimia, qui est magnifique, qui est complètement subjugué par sa beauté, mais c'est une gueuse, c'est une de ses servantes, et du coup il se dit qu'il peut pas trop épouser une de ses servantes, il aimerait bien la culbuter, mais il peut pas trop l'épouser parce que ça ferait mauvais genre. Et il rencontre une autre jeune fille qui est défigurée. Et en fait, un peu par hasard, pendant le bal, il se retrouve à danser avec elle, et quand il se rend compte que c'est elle et qu'elle est laide, il la conspue, c'est horrible, il dit des choses affreuses. Et en fait, la jeune fille est une fée, et elle le maudit, et elle le transforme en obèse, horrible, bref, immonde. Et du coup... tout son royaume part à volo et il se retrouve seul dans son château avec Enimia qui reste avec lui. Et elle lui dit, la sorcière, qu'il a 3 ans pour trouver l'amour et sinon il restera comme il est pour toujours. Et en fait, quelques années après, arrive au château un jeune homme qui s'appelle Angelet, enfin que tout le monde surnomme Angelet parce qu'il est magnifique. Et donc il arrive dans ce château et il trouve le prince et Enimia. Et commence une histoire entre ces 3 personnages qui est vraiment pas du tout ce que j'attendais. Et c'est ce que je cherchais. Je cherchais à être surprise. C'était la première fois qu'en fait, dans une réécriture de La Belle et la Bête, on fait intervenir un personnage extérieur à cette dynamique des 2 personnages. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et surtout, ça soulève plein de questions. Il y a vachement de diversité. On voit qu'aucun personnage n'est beau ou mauvais. Ils font tous des bons et des mauvais choix. Mais en même temps, c'est des choix humains, donc on peut comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, on peut comprendre les méchants, on peut comprendre les gentils. Et voilà, tout ça avec une structure de conte, avec une écriture qui respecte vraiment les codes du conte, donc c'était vraiment super. Et si vous avez envie de lire vraiment une vraie réécriture qui change et qui pose d'autres questions que l'histoire éternelle, blablabla, et je vous recommande celle-là. Et pour finir, un autre de mes coups de cœur, j'ai adoré ce bouquin. Il s'agit d'un roman jeunesse de chez Naos, donc qui m'avait été envoyé par l'éditeur et dont j'avais pu voir l'auteur au salon du livre. Il s'agit du tome 1 des Sœurs Carmine, donc là, le complot des corbeaux par Ariel Holtz, et énorme coup de cœur, genre je m'y attendais pas du tout. Mais j'ai adoré ce truc-là d'une force, mais même moi quand j'y pense, je me suis encore surpris parce que j'arrête pas d'y penser à ce bouquin, il était vraiment génial.
Donc les sœurs Carmine racontent l'histoire de 3 sœurs, Mériver, Tristabel et Dolorine, qui ont perdu leur mère qui s'est noyée dans un accident de bateau et qui galère un petit peu à survivre. Donc Dolorine a 8 ans je crois, elle est toute petite, et Tristabel est l'aînée et Mériver la seconde. Et dans ce tome-là, en fait, on est du point de vue de Mériver, qui est une monte en l'air, et donc une voleuse, et qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille, comme ça, en allant, en acceptant des contrats pour voler des choses. On se retrouve dans Grisaille, qui est une ville particulière parce que elle est séparée en familles et en quartiers, et donc chaque famille a plein pouvoir sur son quartier. Et Mériver va être l'infortuné témoin d'un meurtre et d'un vol. Et du coup, toute une machination va se mettre en place autour de ça. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin, moi je trouve, ce sont les personnages. Que ce soit Tristabel, qui est une garce absolue, mais que j'aime plus que tout. Mériver, qui est aussi hyper cynique, très froide. Et Dolorine, donc qui est en fait la petite sœur, et qui peut voir les fantômes. Et qui a une peluche qui s'appelle Monsieur Nyx, qui je pense est la réincarnation d'un inquisiteur parce qu'il veut brûler les hérétiques. Et du coup, comme elle comprend pas tout de ce qu'il lui dit, ça donne lieu à plein de quiproquos super marrants. Et donc, Dolorine, on suit ses passages à travers son journal intime. Et c'est hilarant. Elle apporte une touche vraiment géniale à cette histoire. Et voilà, franchement, je veux pas trop vous en dire plus parce que je veux pas vous gâcher, mais lisez-le, il se lit super vite, il est vraiment génial, les personnages sont extra. Et du coup, le tome 2 qui sortira bientôt, je pense, sera du point de vue de Tristabel. Et le tome 3 du point de vue de Dolorine. Et honnêtement, je n'en peux plus d'attendre. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture, j'espère qu'il vous a plu. J'ai passé un super bon mois d'avril en termes de lecture, même si le mois de mars a été une catastrophe totale, je vais pas vous le cacher, c'était vraiment terrible. Mais du coup, je me suis bien rattrapée, je suis super contente de mes lectures, j'ai fait de très belles découvertes et de belles redécouvertes aussi. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces bouquins. Est-ce que vous avez lu Estelle Faye, par exemple? Je ne sais pas, dites-le moi. Et s'ils vous ont plu, on se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de faire de super belles lectures. Ciao!